Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est pour moi un inclassable de l'histoire du cinéma, c'est Lost in Translation, un film qui a été réalisé par Sofia Coppola, avec au casting Scarlett Johansson, Bill Murray, et surtout un film qui a été intégralement tourné au Japon. Et lorsque vous mélangez tous ces éléments, vous obtenez un merveilleux moment de cinéma. Mais avant de commencer, je vous propose de vous mettre dans l'ambiance. Imaginez-vous en train d'arriver au Japon. Vous sortez de l'aéroport, vous prenez un taxi, et quelques minutes après, vous découvrez ça. L'histoire du film, elle est relativement simple. D'ailleurs, il a souvent été critiqué pour son manque de relief. On n'est pas du tout dans ce genre de film-là. C'est uniquement des scènes de vie à partir du point de vue des deux personnages principaux. Bob Harris est un acteur américain plutôt en fin de carrière qui arrive à Tokyo pour promouvoir une marque de whisky japonais, la marque Suntory, dont il est ambassadeur. Charlotte vient de se marier, elle vient aussi d'être diplômée de Yale, et elle arrive au Japon pour suivre son mari, qui est photographe et qui doit faire plusieurs shootings au Japon. Ce film, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre entre deux personnes qui n'étaient pas du tout destinées. Leur seul point commun, c'est de se retrouver dans le même hôtel et à un tournant de leur vie. On peut dire que le film est divisé en deux parties. Dans la première partie, les deux personnages sont chacun de leur côté et on ressent tout le poids de leur solitude. La deuxième partie s'ouvre à partir du moment où ils se rencontrent. Cette expression peut avoir deux interprétations. La première, c'est de se retrouver seul dans un pays étranger dont on ne connaît ni la langue ni la culture. La deuxième interprétation, c'est pas une question du tout de langage ou de culture, c'est la difficulté à se connecter à l'autre. Et toute la première partie du film est marquée par cet état. Ici, on constate que plusieurs effets sont utilisés pour montrer qu'il ouvre les yeux sur un monde nouveau, dont il fait déjà partie sans le savoir. La caméra alterne les plans larges sur la ville et les gros plans de Bob. Pour les plans de la ville, c'est toujours son point de vue qui est utilisé. La caméra se substitue intégralement à son regard. On tourne carrément la tête avec lui. Tous les gros plans sont utilisés pour montrer ses réactions face aux lumières qui illuminent la nuit. La plus remarquable est celle-ci, quand il découvre son portrait en géant sur cet immeuble. Il se frotte les yeux pour savoir si c'est bien la réalité. Est-ce le symbole que son image est devenue trop grande au point de le dépasser? Puis la voiture arrive à l'hôtel. Et la prochaine fois qu'on va voir Bob dehors, à l'extérieur dans les rues de Tokyo, c'est seulement à la 46e minute. Dès le début du film, on voit donc que Bob est clairement branché sur courant alternatif. Tantôt réveillé, endormi, réveillé, endormi. La majorité des scènes se passent dans l'hôtel. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Ce manque d'équilibre, on le retrouve dans quasiment tous les plans du début du film. On voit que Bob, comme Charlotte, ne sont pas situés au centre du cadre, mais tout au bord. Ils sont excentrés. Et ces champs qu'ils n'occupent pas, ils ne sont pas vides. Ils sont occupés par la ville, Tokyo, qu'on peut considérer dans ce film comme un personnage à part entière. On ressent également cette solitude lorsque l'on voit Charlotte assise à sa fenêtre, qui observe l'immensité de Tokyo avec une véritable sensation de vertige. Une scène qui m'a vraiment rappelé celle-ci. À moins qu'elle soit en train de s'interroger sur son humanité, la boucle est bouclée. Regardons de plus près les relations qu'ont Bob et Charlotte avec les autres personnages dans le film pour illustrer cette impression de déconnexion. Les interactions de Bob avec sa famille d'abord. On voit qu'elles sont unilatérales. On ne voit jamais à quoi ressemblent sa femme et ses enfants.
Ce sont des voix lointaines à l'autre bout du téléphone et du monde qui n'ont aucun impact positif sur son moral. Ce n'est pas mieux du côté de Charlotte. Pourtant, elle va faire des efforts pour communiquer. Une scène illustre très bien cette recherche de connexion lorsqu'elle se rend au cours d'Ikebana. L'Ikebana, il faut savoir que c'est un véritable art au Japon. Il consiste par l'intermédiaire d'une composition florale à faire vivre les fleurs. L'esthétique n'est pas le seul but. Il y a une véritable dimension spirituelle dans l'Ikebana. Ce sentiment d'être déconnecté, on le remarque aussi lorsqu'elle accompagne son mari. D'abord, lorsqu'elle croise le stéréotype de l'actrice américaine venue au Japon pour faire la promotion de son film. Elle arrive parfaitement à communiquer avec beaucoup de spontanéité. Puis, lors d'un repas. And I'm like, no, I'm not. I eat all kinds. I eat so much junk food. You wouldn't believe it. It's just because I have a high metabolism. Rien à voir avec moi. Enfin, elle va essayer également d'explorer Tokyo, mais là encore, malgré sa curiosité, elle ne trouve pas véritablement de repères. Et pourtant, on voit dans ce plan que Sofia Coppola veut nous montrer que Charlotte n'est pas si différente des Japonais. Elle adopte exactement la même position que cette japonaise en attendant son train sur le quai. En réalité, ils ne sont pas prisonniers de ce magnifique hôtel, mais de leurs émotions. Alors, lorsque par un heureux hasard, ils vont se rencontrer, ils vont échanger un sourire, un regard. Puis ils vont se retrouver, là aussi par hasard, au bar de l'hôtel, un soir d'insomnie, et ils vont véritablement se rencontrer. Démarre alors la deuxième partie du film, une partie qui est marquée par l'échange. Malgré leurs différences d'âge, ils trouvent des points communs et surtout, ils vont partager leurs questions existentielles. So what are you doing here? A couple of things. Taking a break from my wife, forgetting my son's birthday, and getting paid $2 million to endorse a whiskey when I could be doing a play somewhere. Ils coupent aussi le fil de leur ennui. Bob comme Charlotte sont parfaitement conscients qu'ils ne sont que de passage dans cet hôtel et que leur relation est éphémère, un peu comme une bulle d'espace et de temps. Ouais, enfin, si tu préfères, un peu comme un ami à usage unique. N'est pas ça pigé, très futé comme idée. Ensemble, ils vont retrouver de la joie, de l'insouciance et une forme de lâcher-prise. Alors, je vais vous parler maintenant de l'effet qui est pour moi le plus réussi du film et certainement le plus bluffant parce que c'est un effet invisible. C'est cette ligne de séparation entre les deux personnages, cette symétrie quasi parfaite que l'on peut tracer tout au long du film. Elle est le symbole de l'évolution de leur relation, de l'intimité qu'ils partagent progressivement, mais aussi du contrôle qu'ils veulent garder, et donc de cette séparation. Le génie s'exprime lorsque cette ligne s'estompe, avant de s'effacer définitivement à la fin du film. Comme la ville de Tokyo, on peut considérer que l'hôtel est un personnage à part entière dans le film. On en explore toutes les parties, les chambres, les couloirs, la salle de sport, la piscine, mais en même temps, il conserve ce côté mystérieux. Il faut savoir que pendant le tournage, la direction de l'hôtel n'avait autorisé les caméras qu'à des horaires très stricts, uniquement la nuit et très tôt le matin. Cela explique cette ambiance mélancolique si particulière qui colle parfaitement à celle du film. Si on regarde de plus près, deux lieux occupent une place particulière dans le film, qui diffère de celle qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Le premier, c'est le bar, au 52e étage de l'hôtel.
D'abord, il faut dire qu'il donne plus l'impression d'être aux États-Unis qu'au Japon. D'ailleurs, dans la vraie vie, il s'appelle le New York Bar. On est donc très loin de l'ambiance des izakaya. Ce qui est intéressant de constater, c'est que son utilisation, sa mise en scène, est très différente de ce qui se fait habituellement au cinéma. En principe, le bar est un lieu pour déprimer, ou alors pour régler ses comptes, ou encore pire, quand on bascule vers la folie. Ici, c'est un lieu à part, une sorte de refuge quasiment suspendu dans l'espace et le temps, qui devient au fil du film un lieu de confession et de réflexion. Le second lieu, c'est la chambre de Bob, où il va partager son intimité avec Charlotte. Les chambres d'hôtel au cinéma, c'est souvent le glamour qui est mis en avant. James, I cannot find the words. Well, let me try and enlarge your vocabulary. Ici, ce que l'on voit, c'est d'abord leur complicité qui se forme, puis de la tendresse et de la bienveillance de Bob envers Charlotte. Dans le film, on voit que les chansons ne sont pas choisies par hasard. Chacune permet de communiquer les pensées et les sentiments auxquels ils se sentent connectés. Charlotte choisit Brass in Pocket des The Pretenders, dans lequel elle exclame avec confiance qu'elle est spéciale. Bien que la chanson marque une forme d'insouciance de la part de Charlotte, elle révèle aussi également un autre aspect de sa personnalité. C'est son besoin d'attention et de reconnaissance. Bob, lui, va interpréter 2 morceaux. Le premier, c'est What's So Funny About Peace, Love and Understanding de Nick Lowe. Et dans celui-ci, il montre son côté comique. Il surjoue avec beaucoup d'autodérision. Et pourtant, les paroles révèlent un sens caché, tout comme la chanson de Charlotte. C'est un morceau sur le thème de l'insatisfaction et de la misère existentielle. Sa dernière chanson, More Than This, de Roxy Music, semble être directement adressée à Charlotte. Avec un rythme beaucoup plus lent, Bob change de ton et devient beaucoup plus sérieux et sincère. Pourtant, la chanson, là aussi, fait allusion à quelque chose de triste dans leur rencontre, qui à un moment donné devra prendre fin. Puis, on assiste à cette bascule de points qui en dit très long sur l'évolution de leur relation. On voit d'abord Bill net et Charlotte floue, puis l'inverse. Je voulais vous parler de cette scène qui a lieu juste après le karaoké, où Charlotte pose sa tête sur l'épaule de Bill, une scène devenue mythique, certainement le plus beau posage de tête de l'histoire du cinéma, et une scène qui rentre directement en résonance avec leur première rencontre, où ils se sont abordés d'abord par un sourire, puis par des paroles. Ici, ils n'ont même plus besoin de se parler ou de se regarder pour se comprendre. On voit que Bob regarde dans le sens opposé. Enfin, ils arrivent à profiter de l'instant présent. Et le parfait symbole de cela, c'est qu'après, ils vont même regarder la Dolce Vita de Fellini ensemble. Il faut savoir que cette scène n'était pas complètement écrite dans le scénario original et que Bill Murray l'aurait en partie improvisée, ce qui a fait l'objet de nombreux débats. Plusieurs vidéos tentent même de démontrer ce que Bob a dit. Voici la version la plus probable, même si ni Sofia Coppola ni les acteurs n'ont confirmé. Et cette autre interprétation, dont le sens est quasiment similaire. La vérité, c'est que Sofia Coppola, au moment de filmer cette scène, voulait intégrer du son. Et c'est finalement au montage qu'elle a décidé de le retirer, estimant que la scène gagnait en intensité. Un des plus beaux murmures masqués du cinéma, qui ajoute une touche finale, magique, à la fin de ce film. Dans cette scène sans parole, je trouve qu'il y a quelque chose de très universel, qui résonne directement avec le titre et l'esprit du film, mais en même temps quelque chose d'émouvant et de poétique. Cette fois, ils ne sont plus excentrés du plan, mais bien au centre du plan, comme s'ils étaient ensemble, non pas seuls au monde, mais au milieu du monde. Et alors que tout le film était centré sur le point de vue des personnages, ici, ils disparaissent totalement. Le tout dernier plan est celui de la route, de la caméra qui, cette fois, fixe droit devant.
La mise au point est faite, tout est clair, la ligne de séparation n'est plus verticale, mais elle désigne l'horizon, avec cette magnifique musique Just Like Honey en arrière-plan, qui est la chanson parfaite pour sortir de ce voyage au Japon, avec des paroles qui évoquent une impossible séparation. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Vous l'avez compris, j'ai absolument adoré ce film. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je travaille actuellement sur une deuxième vidéo où je vais davantage explorer les dessous de la réalisation du film. L'idée, c'est de comprendre dans quelles conditions et comment il a été tourné. Et surtout, une partie que je veux vraiment travailler et développer, c'est la manière dont le Japon est abordé dans le film, parce qu'elle est assez ambivalente. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a énormément de clichés sur les Japonais dans le film, mais en même temps, clairement, Sofia Coppola a voulu faire une déclaration d'amour au Japon à travers ce film, à travers la manière de le filmer. Donc voilà, je développerai tout ça dans la deuxième vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt.